Responsabilité, le podcast de Charlotte Michon. Droits humains pour comprendre les nouvelles obligations des entreprises. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré aux nouvelles responsabilités des entreprises en matière de droits humains. Je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises dans la compréhension et la formalisation de leurs démarches droits humains et dans la conformité à leurs devoirs de vigilance. Nous allons parler aujourd'hui de la loi allemande sur le devoir de vigilance. Alors aujourd'hui dans ce podcast, nous allons parler de la loi allemande sur le devoir de vigilance. Donc je laisserai mon invité prononcer le nom parce que j'en suis bien incapable. Et donc pour parler de cela, j'ai le plaisir d'accueillir Eckhard von Walsen. Bonjour Eckhard. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Donc tu es consultant ESG, avocat franco-allemand de formation et tu as eu des expériences à l'ONU en entreprise et donc en cabinet d'avocat. Alors, est-ce que tu peux nous présenter déjà la loi allemande, ce qu'elle dit, et les éventuels décalages avec nous, la loi française que l'on connaît sur le devoir de vigilance ? Volontiers. Merci de me recevoir, Charlotte. Donc, la loi allemande, le Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz, qui casse bien les langues étrangères, existe depuis 2023. Peut-être d'abord, on regarde le seuil des entreprises concernées, tandis que la loi française concerne avec un seuil de 5000 personnes, à peu près 269 entreprises. La loi allemande a commencé avec un seuil de 3000 et puis ce seuil était abaissé à 1000 employés, ce qui fait que 20 fois plus d'entreprises sont concernées en Allemagne, environ 4800 entreprises. Donc ça déjà sur le scope. Ensuite, deuxième différence pour moi majeure, tandis que j'ai l'impression en France, on se concentre beaucoup sur le plan de vigilance et sa sincérité. La loi allemande, elle est plus explicite quant aux obligations d'audit et de diligence des entreprises qui doivent regarder leurs fournisseurs directs et indirects uniquement en amont de la chaîne. Troisième grande différence, en France, on a donné le pouvoir du juge. On attend qu'il y ait un juge qui tranche, ce qu'on a expérimenté récemment avec la Poste en décembre. Et en Allemagne, on a donné l'autorité, le pouvoir à une autorité qui est une entité du ministère allemand de l'économie, qui est le BAFA. Donc le Bundesamt für Außenwirtschaft. Et cette autorité, elle a créé une antenne en Allemagne de l'Est, près de Leipzig, et puis elle est très active. Elle a sorti, par exemple, elle sort régulièrement des manuels, elle sort des bases de données, donc elle accompagne les entreprises dans leur démarche. Ce qui est pour moi essentiel pour cette application de la loi. Elle a envoyé par exemple 500 courriers à des entreprises en les interrogeant sur leur chaîne et en indiquant qu'elles aimeraient des clarifications. Donc clairement une démarche d'accompagnement plutôt que de sanctions. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas encore de sanctions prononcées. Merci, donc pas de sanctions prononcées. Donc une loi qui est entrée en vigueur il y a 1 an, en réalité, pour un certain nombre d'entreprises et qui a été élargie en 2024. Est-ce que tu pourrais juste revenir sur les fournisseurs indirects, puisque c'est quelque chose tu as mentionné le fait que c'était les relations directes et indirectes. C'est quelque chose sur lequel on se pose des questions en France, on va voir la future directive, mais là, au niveau de la loi allemande, c'est clairement explicité que cela peut couvrir certaines relations indirectes. Tant qu'ils sont liés à la chaîne. Et tant que l'entreprise a un impact sur ses fournisseurs indirects, avec sa commande. D'accord, donc dans la chaîne de valeur, donc on va plus loin finalement que le Absolument. rang 1. Merci.
Donc, une autorité de suivi, tu l'as dit. Alors, est-ce que tu peux nous faire un premier retour un peu d'expérience sur cette première année d'application ? Le BAFA a sorti un bilan, donc il a sorti effectivement beaucoup de guides de précision, ce qui nous manque dans la loi française, mais il y a aussi eu un bilan sur son activité et il y a des premières, j'allais dire alertes, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas enquêtes menées ou saisies ou autosaisines de l'autorité. Oui. En total, le BAFA a reçu 38 plaintes en 2023, dont il a jugé 6 à considérer recevables. D'accord. Et dans les 6, il est entré, encore une fois, dans un dialogue avec les entreprises pour approfondir, poser des questions, essayer de comprendre au lieu de simplement sanctionner. Donc si on reprend un peu ces plaintes, la première était contre les entreprises de textile, Tom Taylor, Amazon, Ikea aussi, portée par des travailleurs du Bangladesh. Et il y avait un effet secondaire de cette première plainte, parce que là, évidemment, elle avait vu une couverture médiatique importante. Des syndicats, en l'occurrence pakistanais, qui ont fait le tour de l'Allemagne et des ministères en janvier dernier, ils ont dit, suite à cette plainte, la première fois, des acheteurs internationaux des grands groupes leur ont parlé. Donc, ils étaient ravis de ce fait. D'accord, donc sans même décision définitive, finalement, il y a eu... Sans même décision positive, les grands acheteurs se sont dit vaut mieux maintenant regarder les conditions, donc s'adresser aux syndicats qui n'avaient jamais eu de contact aux acheteurs internationaux avant. Donc ça, pour moi, c'est essentiel. Ça montre un effet de cette stratégie de dialogue et coopération. Deuxième grande plainte déposée par une ONG allemande, c'était le secteur de l'automobile. 3 grands constructeurs qui utilisaient tous une entreprise de sous-traitance dans le Xinjiang. Et on connaît tous les sujets, travail forcé des Ouïghours, et ça a aussi donné suite à des investigations de la part du BAFA. Troisième secteur agroalimentaire, il y avait une plainte de Oxfam contre Rewe et Edeka, donc la grande distribution, pour l'origine de leurs bananes, en l'occurrence en Équateur, et les conditions, encore une fois, syndicats et des travailleurs sur place. Et quatrième secteur, c'est le secteur du transport. Et ça, c'est assez intéressant parce que là, le BAFA s'est autosaisi du dossier. Ça a commencé avec une grève qui durait depuis un moment de chauffeurs routiers sur une aire d'autoroute en Bade-Württemberg. Et le président du BAFA, M. Safarik, il a pris l'initiative d'y aller et dire potentiellement ça concerne ma loi. Donc, je regardais sur place, je les interrogeais. En résultant, ces travailleurs, ces chauffeurs n'étaient pas correctement payés. La discussion s'est entamée avec leurs donneurs d'ordre qui ont tous confirmé et prouvé qu'ils avaient bien payé les entreprises sous-traitants, mais eux qui n'avaient pas transmis correctement les salaires pour les chauffeurs routiers. Donc, on connaît la vulnérabilité du secteur de transport avec des conditions de travail très sensibles. Et on a vu en effet que certains de ces sous-traitants étaient carrément délistés momentanément des entreprises. Même la grande distribution s'est dit on ne va plus travailler avec cette entreprise. Ce qui est un peu contraire à l'esprit des principes directeurs. Oui. Mais je pense que cette entreprise, elle va très vite mettre les choses en règle.
Et encore une fois, cette approche démontre que, en mettant de la lumière sur certaines pratiques, on peut très bien corriger et avoir des actions qui améliorent le sort de travailleurs. Très clair. Donc, en gros, on peut dire que c'est plutôt une approche sectorielle. Donc, c'est un certain nombre d'entreprises qui sont visées à chaque fois, avec des plaintes d'ONG, surtout sur des chaînes d'approvisionnement, donc au Pakistan, si j'ai bien compris, sur les bananes et sur la question du travail forcé pour le secteur auto, mais qu'il y a aussi une possibilité d'autosaisine du BAFA qui a été faite sur les transports pour des activités là en Allemagne. Absolument. Bien ça. C'est pas limité à ces secteurs, c'est juste j'ai pris ces exemples parce qu'ils étaient les plus oui, bien emblématiques. sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que les ONG notamment, mais on le voit un peu en France en fait, ont aussi des approches à aller viser, parce qu'à chaque plainte, il y a plusieurs entreprises visées, c'est pas contre une entreprise, donc c'est du fait de leur chaîne d'approvisionnement et de leur secteur d'activité. Absolument. Donc c'est des campagnes véritablement plaidoyer, enfin, c'est accompagné de campagnes médiatiques, j'imagine. Comme on peut Il y a voir, toujours un élément médiatique dans ce genre de plainte, évidemment. Comme on peut voir en France. Et donc toi, ce que tu dis, c'est qu'il y a eu des effets réels, indépendamment finalement du rôle du BAFA ou de la décision qu'il va y avoir, déjà du fait du challenge de ces entreprises. Évidemment, donc on n'a pas attendu une sanction, mais par le simple fait de cette attention médiatique portée par les ONG, par l'action accompagnatrice du BAFA, on peut dire que la loi a produit ses premiers effets déjà dans la première année. Est-ce que cette loi, elle est critiquée du fait, ou plutôt la loi, ou peut-être aujourd'hui l'action du BAFA, du fait qu'il n'y ait pas de sanctions? Est-ce qu'il y a des organismes, des ONG ou des syndicats peut-être qui mettent en cause l'effectivité de la loi ou pas encore? La loi est critiquée par le courant actuel qui va un peu contre la bureaucratie des entreprises. Évidemment, c'est une charge administrative et financière pour les entreprises. Avoir un rapport de vigilance, ça coûte de l'argent. Mais globalement, même les ONG concèdent que ça vaut la chandelle de dépenser cet argent et que la loi est une première étape. Évidemment, il y en a qui espèrent la directive avec un vrai mécanisme judiciaire derrière. Alors justement, passons à la directive. C'est quoi les perspectives à venir? Déjà, dans l'application de la loi allemande, je crois savoir qu'il y a des publications des entreprises qui sont attendues, comme nous, on a l'équivalent du plan de vigilance publique français. Et bien sûr, tu l'as mentionné, la future directive européenne, avec ce côté responsabilité civile que nous, on a toujours entendu que l'Allemagne s'opposait finalement à cette partie responsabilité civile et que c'était quelque chose qui venait de ce qu'on a à la loi française, à la différence de l'autorité de suivi qui serait plutôt l'inverse. Donc, quelle perspective pour l'application de cette loi allemande? Donc, oui, effectivement, mes clients, ils préparent là leur premier rapport de vigilance 2023 qui doit sortir jusqu'au mois de juin, être publié. Quand on regarde la directive, commençons d'abord encore une fois par le scope. Donc, on a ce double seuil de 1000 employés et 450 millions chiffre d'affaires, ce qui en France aura l'effet qu'il y aura à peu près presque 500 entreprises concernées. Donc, on dit presque plus de 200. On dit que ça sera plus de 200 entreprises par rapport à aujourd'hui. Moi, j'ai 200 entreprises en plus. Voilà, donc ça fait 450. Voilà. C'est ça. Et en Allemagne, par le fait de ce double seuil, les entreprises concernées sont diminuées à 1500 à peu près. D'accord, il y aura moins d'entreprises. Il y a moins d'entreprises concernées. Après, ça dépend du législateur allemand. La transposition. S'ils veulent transposer, parce que, comme on le sait, le législateur national, il a le droit de transposer à sa façon pour aller au-delà des exigences. Donc ça reste à voir. Après, les obligations du diligence, donc de l'audit de la chaîne, qui vont dans les deux sens, en amont et en aval, sont beaucoup plus proches et élaborées et se rapprochent, comme on le sait, des principes directeurs de l'ONU. Donc le focus n'est pas
comme dans la loi allemande, sur les fournisseurs, mais sur l'impact environnemental et humain. Évaluation des risques, prévention et remédier à des violations. Deuxième obligation majeure, changement majeur, les entreprises doivent adopter un plan de transition climatique. Et puis, ce qui est inscrit dans la directive et ce qui va être retranscrit, c'est aussi le dialogue avec les parties prenantes. Il y aura des autorités qui seront créées ou dont la compétence attribuée, l'article 21. Donc, on aura finalement des règles de jeu équitables en Europe, ce qui était toujours le credo de cette directive, qu'il faut créer des règles de jeu équitables, surtout dans une Europe où souvent les entreprises travaillent à peu près avec les mêmes fournisseurs dans leur secteur, peu importe leur nationalité. Et pour répondre à la responsabilité civile, il y a une grande polémique là-dessus. Beaucoup, en Allemagne surtout, on dit qu'on va se retrouver avec une vague de plaintes contre les entreprises pour n'importe quel sujet dans le monde. Ce qui n'est pas vrai, parce que déjà dans la loi allemande, il existe des obligations de diligence des entreprises quand ils agissent à l'étranger. Et puis, l'article 22 de la directive, il renvoie dans le régime des biens protégés nationaux. Donc, le catalogue n'est pas élargi vers tous les textes qui sont visés par la directive, mais les biens protégés sont bien les lois et le système de responsabilité civile nationaux. Donc finalement, ce que tu dis, c'est qu'il n'y aura pas tellement de changements sur les entreprises allemandes déjà soumises à la loi. Alors peut-être qu'il y aura moins d'entreprises, mais à voir. Mais comme le fait que vous avez déjà une autorité de suivi, que les obligations de vigilance sont déjà calquées en partie sur les principes directeurs de l'OCDE, que la responsabilité civile est déjà possible, peut-être pas sur le fondement direct de la loi sur le devoir de vigilance, mais à côté, il n'y aura pas tellement, à part l'obligation de plan de transition climatique, il n'y aura pas un grand changement pour les entreprises allemandes. Voilà. Après, ça reste à voir avec quel momentum les entreprises, les ONG s'engagent dans la directive. Il y aura certainement un début un peu peut-être militantiste, mais je suis sûr, une fois ça arrive auprès du juge, on va bien faire le tri, comme le BAFA a fait le tri des 38 qui se sont réduits sur 6. Très bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Et donc, c'est fini pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau podcast. Ce podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon. Vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations. Produit par Amicus Radio, réalisé par Léobardo Arango.